Quand t'as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité est ta force. Pour ce deuxième épisode de la saison 2, j'ai rencontré Marion Seclin, une artiste qui fait de ses introspections un moyen d'expression. Elle nous parle de la peur de manquer, ou comment déjà dans notre enfance, nous nous suradaptons à notre environnement pour ne pas être isolés. Et en même temps, comment notre désir profond d'être nous-mêmes peut nous tirailler. Je pense que la peur que j'ai, la plus importante, et celle qui m'handicape le plus au quotidien, c'est vraiment la peur de manquer. Depuis que je suis toute petite, on me dit toujours que j'ai les yeux plus gros que le ventre. Donc ça a commencé à s'exprimer sur la nourriture. J'en prenais trop dans mon assiette et je finissais jamais. Et c'était devenu un gimmick par lequel toute ma famille me racontait. C'est-à-dire que, quelle que soit la quantité que je prenais dans mon assiette, on disait « Ah bah Marion, elle a les yeux plus gros que le ventre ». Donc je savais que je finirais pas, presque pour pas les décevoir. Et ça s'est exprimé plus tard dans cette manière que j'ai d'accumuler les choses, d'avoir toujours vécu assez mal la frustration, le fait de vouloir quelque chose et de pas l'avoir, que ce soit une réponse à une question éternelle sur la vie, la mort, l'amour, les gens, ou que ce soit dans le fait de posséder des choses quand je les veux. J'aime pas la frustration et je sais mal la gérer. Donc je vais avoir beaucoup de réserves de choses. Je vais avoir tendance à me faire plaisir quand je peux le faire. Ça a jamais été quelque chose de dangereux dans lequel je suis tombée et ensuite j'ai tout perdu et j'ai été à découvert. C'était toujours quand je pouvais me le permettre. Mais j'ai tendance à écouter ce que je désire et à faire en sorte de l'avoir pour pas avoir à vivre avec la frustration de pas l'avoir. Et ça s'exprime aussi beaucoup dans le fait d'avoir la sensation qu'il se passe des choses quand je suis pas là et d'avoir peur, que ce soit pas partir trop en vacances, comme ça s'il se passe des choses professionnelles, bah je suis là et je peux réagir. Que ce soit le fait de dormir trop longtemps le matin ou de me coucher trop tôt le soir et de me dire mais voilà, si ça se trouve il s'est passé des trucs et quand je vais rallumer mon portable ou quand je vais avoir des nouvelles de mes proches, il se sera passé des choses et ça a toujours été le cas pour tout et plus ça avance, plus j'en suis consciente, mais bizarrement, moins je travaille dessus. J'essaye de travailler sur le lâcher-prise, le fait de laisser les choses se passer sans que je sois dedans. Et il m'arrive d'avoir même ce qu'on appelle le JOMO, c'est-à-dire la Joy of Missing Out. Mais c'est principalement quand il se passe des choses dont je me fiche, genre des soirées. Je m'en fous de pas être allée à une soirée. Je suis même plutôt contente d'être chez moi et de me dire, pendant ce temps-là, des gens font des choses et ça ne m'intéresse pas et c'est pas grave et il se passera rien de déterminant à une soirée, mais cette peur qu'il se passe des choses déterminantes dans tous les autres moments de ma vie ou que je me retrouve avec un manque, ça me plaît pas. Donc avant même d'avoir ce manque, avant même de ressentir ce manque, je vais faire en sorte, comme j'ai peur de pas gérer la frustration, d'avoir tout. Et t'as manqué de quoi ? Quand j'étais petite, j'ai manqué de trucs comme les autres. Je viens d'une famille qui est pas particulièrement pauvre, mais qui était clairement, on n'avait pas les moyens d'avoir chez nous des sodas dans le frigo, du Nutella, des céréales, des trucs comme ça. Et je me souviendrai toujours que mes premiers goûters, quand j'étais en maternelle, c'était des raisins secs dans un sac de congélation. C'est très difficile, on s'en rend pas compte, ça a l'air d'être un détail, mais c'est très difficile quand t'es petit de fit in, quand tout le monde a des Kinder ou des gâteaux et que toi t'es là avec tes raisins secs. Tu peux pas déjà échanger sur une base égale parce que les gens te regardent de haut. J'avais jamais de vêtements de marque, j'avais toujours les vêtements de ma grande sœur qui a 4 ans de plus. J'avais pas de choses à moi particulièrement et c'était des choses pour lesquelles justement je me sentais exclue. J'avais pas le droit de regarder la télévision, donc j'ai pas grandi avec les mêmes programmes que les autres et toutes ces choses-là m'ont donné la sensation d'être encore plus un outsider que je ne l'étais déjà peut-être parce que j'avais rien comme les autres et c'était toujours pour des bonnes raisons. J'ai toujours eu une mère qui faisait des repas très équilibrés et très bons et qui achetait au marché et aujourd'hui c'est ce qu'aimeraient faire tous les parents, ce que ma mère a toujours fait, sauf que moi à l'époque, moi je voulais boire du Coca-Cola. Tu vois, je voulais qu'on ait du Nutella à la maison et pas une fois tous les 7 ans. Et que ma sœur finisse le pot, c'était affreux. Puis j'ai eu ça aussi, comme j'avais une grande sœur et qu'on avait 4 ans de différence et qu'on a eu une relation assez musclée. Et quand je dis musclée, plutôt mauvaise pendant
longues années jusqu'à adulte même, il y a toujours des moments où on a un peu de mal à se retrouver comme des humains et à se parler. J'ai beaucoup de souvenirs de ces moments où elle me prenait des choses qui étaient à moi. Elle mangeait la peau grillée du poulet en premier. Moi, je la gardais pour la fin, sauf qu'avant la fin, elle m'avait volé ma peau du poulet, tu vois. On avait une manière comme ça. C'était ce truc de faut que je fasse attention parce que tout ce que j'ai, ça va pas rester. Donc, il faut que je le cache, il faut que je le garde, et j'avais peur terriblement qu'on me l'enlève. Il y a quelque chose d'éphémère, du coup, dans ton rapport aux choses, la peur que ça disparaisse, ou la peur de pas en profiter, ou la peur de finalement, même quand tu mets de côté, on te le vole. Ouais, il y a de ça, il y a surtout pallier à ça. Il y a à me dire que j'ai trop, comme ça j'aurai jamais rien. J'aurai jamais plus rien, je serai jamais dépossédée des choses. Là, j'ai une collection de baskets qui est maladive, j'ai envie de dire. J'ai 35 paires et je continue à l'alimenter une fois de temps en temps, à donner des paires, à en racheter. Mais j'ai un truc où je me dis, si jamais on me vole une paire, ce sera pas grave, parce que j'en ai 34 autres. Et il y a ce truc où, d'avance, je vais avoir tellement peur d'avoir la sensation du manque que je vais prédire l'avenir et faire en sorte que jamais je ne manque. Et comment tu gères justement ces moments où tu n'obtiens pas ce que tu veux, à moins que tu obtiennes toujours ce que tu veux, mais voilà, s'il y a des moments où justement il y a de la frustration, ou que tu n'arrives pas à accéder à quelque chose que tu voudrais, comment tu... Quand c'est par exemple humain, c'est-à-dire quand j'ai pas quelqu'un que je veux, enfin j'ai pas de rapport avec quelqu'un avec qui j'aimerais avoir un rapport, j'ai tendance à plutôt bien le vivre, enfin à être frustrée et à être peut-être un peu triste, mais à pas tout mettre en œuvre, ou à pas m'en vouloir, ou à pas trop en souffrir, plutôt à me complaire dans ce sentiment où je me dis c'est pas grave, ça fait partie de la vie, et puis je peux pas contrôler un humain. Quand c'est matériel, j'ai des astuces pour quand même avoir ma drogue sans avoir ma drogue, c'est-à-dire que du coup je vais rechercher ce truc que je veux absolument, je vais le rechercher partout, je vais comparer des avis, je vais aller voir des forums, et le temps ensuite que cette envie elle passe, j'aurais quand même eu un peu ma dose, tu vois. J'aurais fait un panier sur tel site, j'aurais trouvé quelqu'un qui le vend sur tel site, j'aurais tenté de faire des trucs. En gros, je n'abandonne pas tant que je suis pas sûre et certaine que je peux pas posséder le truc que je veux. Et je sais que ça passe. Je sais qu'à un moment, j'arrive pas à l'avoir. Et je laisse. Mais il faut vraiment que je sois allée au bout de l'investigation de pourquoi. T'as l'impression d'abandonner quelque chose, le projet, ce que tu miroites, un peu, quand ouais. tu laisses tomber comme ça? Ouais. J'ai l'impression de me dire, j'aurais pu être plus complète. Ou peut-être pas j'aurais pu être plus complète, mais j'aurais pu être plus heureuse à un instant T. Mais c'est pas grave. Je trouverai ça ailleurs, ou ça se passera différemment. Mais je sais que le temps aide ça aussi. Je sais que le temps que je laisse entre un moment où je veux quelque chose et le moment où je l'achète, en général, c'est très très court. Mais le temps plus il y a du temps, plus je sais que c'est quelque chose qui va changer. Et qu'en fait, je le voudrais peut-être pas tant le lendemain. Dans l'idée du manque, il y a aussi l'idée de vide, du coup. Comme ton estomac. Comme mon estomac, oui. Qu'est-ce qui en toi serait encore vide, ou quelles sont les parties que tu aurais à combler encore aujourd'hui pour avoir cette sensation de satiété, de complétude, J'en sais rien du tout. J'ai pas l'impression qu'il y a un endroit qui est vide, et j'ai l'impression qu'il y a un endroit qui absorbe et qui sera peut-être jamais rempli, comme une sorte de trou noir dans l'espace. Ouais. Que plus je remplis ce truc-là, finalement moins il est plein. Et qu'il faudrait juste que je le bouche, peut-être en utilisant des techniques où je me force un peu dans quelque chose, où je me dis maintenant t'arrêtes de faire ça. Ça n'est pas bon, ça ne sert à rien. Et j'avais vu un truc sur Instagram, une illustratrice qui avait fait un petit dessin où elle voit un pull dans une boutique et elle dit « Oh mon Dieu, il est trop beau ce pull, il me va trop bien ».
Et juste après, elle se dit, mais est-ce que ce pull va faire en sorte que je me sente moins inutile dans le monde et va combler le vide que j'ai dans le cœur? Et elle le repose. Et elle fait, ouais, mais il est quand même super doux. Et il y avait ce truc de, c'est ça que je fais. Sauf que moi, j'ai l'impression que mon trou, il absorbe infiniment. Et qu'il faudrait que je le bouche en me forçant, en me disant, bon, bah, maintenant tu te forces. Je suis pas non plus une accumulatrice qui va garder l'intégralité des choses que j'ai. Je vais juste systématiquement vouloir aller au bout de mes désirs. Toujours. Pour plein d'autres trucs, c'est très cool. Pour la possession physique, pour la possession matérielle, c'est pas fou. Et je me demande effectivement ce que je cherche à combler, vraiment. Parce que, effectivement, dans cette idée de manque, de vide, etc., il y a aussi l'idée que quand finalement, pour pouvoir remplir quelque chose, il faut le vider. Comment tu vides les choses alors, si tu passes ton temps à les remplir? Comment ça sort chez toi? Comment ça s'exprime? Comment ça se dissout? Comment ça se digère? Il y a bien un endroit où, tu te disais, c'est comme un panier percé, comme un espèce de trou noir. Donc, c'est quoi ton endroit à toi où ça se vide et où, du coup, il y a la sensation qui revient de manque et donc de remplir à nouveau? C'est toujours un peu dans la confiance. C'est cette sensation que, en possédant des choses, des jolis vêtements, des jolies chaussures, une maison agréable, je me construis, moi, un truc dans lequel je vais pouvoir être ce que je veux. Et à chaque fois que j'ai des grosses phases de confiance dans lesquelles j'ai rien à prouver à personne, même pas à moi, où je vis vachement en accord et où je m'écoute et où c'est hyper agréable, j'ai plus ce besoin-là. Je ne comble plus, puisque j'ai plus de vide. Je pense que ce vide vient vraiment de ma confiance totalement. Par contre, quand j'ai des petites phases dans lesquelles je me sens en insécurité par rapport à une relation amoureuse, une relation amicale, une relation professionnelle, je vais avoir envie de réaffirmer qui je suis et par là, du coup, de reposséder des nouvelles choses. Donc j'ai des phases de tri aussi dans ma vie. En général, c'est tout à fait métaphorique, mais c'est vrai. C'est quand je suis en train de trier mes relations et mes projets et mes choix, que je trie aussi les choses qui sont chez moi, que j'essaye de faire en sorte que partout où je vais poser les yeux chez moi, ça va m'apporter du bonheur et de la joie. Et je vais plus me dire, ah putain, il faut que je vire ce truc, c'est pas beau, ou pourquoi est-ce que je l'ai, ou ça me rappelle trop de souvenirs. Mais ça va avec ma confiance. Et t'as des phases dans lesquelles je vais m'habiller avec le même t-shirt pendant 3 semaines et où je vais me sentir terriblement désirable et ce sera parfait. Et où en plus, je me dis que j'ai du talent et que je vais faire des trucs super. Et tous ces moments où j'ai l'impression de redevoir prouver des choses, où je me sens moins jolie, où je me sens moins attirante, où je me sens moins intelligente, je me sens moins intéressante, je me sens moins créative, bah, je vais aller m'acheter tous des trucs pour remplir ça. En me disant, bah si, j'ai une robe bleue, donc je peux être que créative, excusez-moi. Donc, tu sais, comme si c'était vraiment par là que ça passait. Et je l'ai vu il y a pas longtemps parce que j'ai traversé une longue phase de besoin de rien. Une longue phase de je suis contente de ce que j'ai et ça ne servirait à rien. Et effectivement, acheter cette chose, ça m'encombrerait plus qu'autre chose. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va me changer quelque chose? Et puis là, je suis retombée ces derniers temps dans une petite phase où je me dis, non, il me faut des trucs, il me faut des choses, il faut que je montre au monde que je suis pas pareil, je suis pas la même personne que juste avant. Tu sais, comme si à chaque changement, il me fallait une nouvelle panoplie de choses. Quand tu ne ressens pas le manque et du coup quand tu es bien dans tes baskets, c'est quand tu n'as pas besoin de remplir et donc de prouver aussi, de savoir qui t'es, de tout ça. Ouais. Ça a un lien vraiment avec vraiment ton existence, quoi, qui tu es. Ouais. Et en quoi la confiance en soi, ou la confiance en toi, du coup, t'aide à ce moment-là? En quoi... comment elle arrive, cette confiance, finalement? Parce qu'elle arrive, a priori, dans ce que tu me dis, elle arrive pas quand tu te remplis. Non. Je sais pas quand elle arrive, ni comment elle arrive, mais il y a un truc où je suis beaucoup plus dans un lâcher-prise et où je me dis, de toute façon, les choses sont comme ça. Et je m'accommode de ce que j'ai. Et je m'accommode totalement. Et même, je trie, et je vire des choses, et je vire des gens, et je vire des relations, et j'ai la conscience que rien de ce que je peux faire ne changera les choses. Tu vois, comme le truc des alcooliques anonymes aux États-Unis qui dit donnez-moi la force de
d'accepter ce que je peux pas changer, de changer ce que je peux changer, et la sagesse de dissocier l'un de l'autre. Et où je suis dans une phase où c'est comme si j'avais un bilan positif et où je disais bon bah ça je vais le changer donc c'est cool, c'est en marche. Ça je vais pas le changer parce que je ne peux rien y faire. Et donc rien d'extérieur ne va pouvoir modifier. Comme si je m'étais posée avec moi-même un certain temps et que j'avais compris certaines choses sur lesquelles je me posais des questions. Et donc il y a plus cette problématique de confiance puisque il y a rien que je peux faire. Du coup, remplir, c'est une illusion de pouvoir sur les choses ? Absolument. C'est une illusion même pire de pouvoir sur l'impact que j'ai sur les gens et sur les choses. Parce que c'est aussi beaucoup dû au regard extérieur. C'est aussi beaucoup dû à la manière dont je me présente au monde, dont j'ai un truc, je sais pas si c'est parce que je suis artiste ou si c'est parce que je suis un peu barjot, mais j'ai sans cesse besoin d'être vue comme je suis. Et j'ai ce désir, non pas d'être aimée par tout le monde, mais de pas être haïe. Et j'ai beaucoup le regard des autres comme repère de mon regard à moi. C'est un truc que j'ai redécouvert il y a pas longtemps sur justement la confiance en moi. Et je sais que la confiance doit venir de soi et que l'amour doit venir de soi d'abord parce que c'est dans cette démarche-là qu'ensuite on permettra aux autres d'être aimés et enfin de se faire aimer. Mais j'ai du mal à savoir comment moi toute seule je vais réussir à me trouver chouette sans avoir besoin d'un feedback constant. Donc j'ai aussi ce truc, je pense, de remplir, de rassurer quelque chose chez moi où je me dis je vais me présenter au monde de manière cool. Je vais me présenter au monde de manière, je serai tendance, je serai... Et pourtant, encore une fois, c'est paradoxal. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai lâché prise il y a de nombreuses années sur le paraître, sur l'apparence, sur pour aller vraiment beaucoup plus loin dans le truc que je me suis dit, en général, c'est on est dans un monde où c'est hyper important l'apparence, et encore plus quand t'es une fille. Moi, j'ai grandi avec ça derrière la tête, même si j'ai été élevée par une mère qui m'a pas genrée du tout, qui m'a pas poussée à regarder Disney et à avoir des idées préconçues sur le genre, mais j'avais quand même ça dans un coin de la tête. Et j'ai remarqué qu'on donnait beaucoup plus de crédit à une fille quand elle était dans les codes, quand elle était jolie, et ensuite on l'écoutait. Et moi, j'ai toujours voulu être écoutée avant d'être regardée. Sauf que je savais aussi que pour être écoutée, il allait falloir que je sois regardée. Et c'était comme si je dansais avec le diable dans cette espèce de manière que j'avais de dire « Ok, je vais être tout à fait présentable, voire, pourquoi pas, attirante. Et derrière, je vais te balancer des petits taquets pour te montrer qu'en fait, c'est ce que je pense qui compte. » Mais c'est... Tu joues le jeu. Ouais, je joue le jeu. Je joue le jeu et j'ai jamais su pas jouer le jeu parce que j'ai beaucoup vu des gens, enfin des filles à qui on donnait pas la parole et à qui on donnait pas de place parce que elles faisaient pas d'efforts quoi. Et je me suis toujours dit ce serait la pire chose. Et c'est souvent dans des phases parce que du coup les phases où je porte mes grands t-shirts et où je me brosse pas les cheveux, je m'en fous. Je me dis les gens qui s'intéresseront pas à ce que j'ai à dire, je m'en fiche. Sauf que la vérité c'est qu'il y a toujours un moment où je reviens à ce truc de dire il faut qu'on m'écoute et j'ai des choses à dire et il faut qu'on me donne du crédit, il faut voir pourquoi pas qu'on me donne du travail donc dans ce cas-là, il va falloir que je joue le jeu. Est-ce qu'il y a une façon d'être soi ou d'être toi-même sans jouer le jeu ? Ouais. Mais je sais pas si je la maîtrise et si je l'ai à chaque fois. Ouais. En tout cas, d'être moi et d'être moi-même sans jouer le jeu, c'est sûr. Mais maintenant, d'être moi et d'être moi-même et d'être intéressante et de... Je sais pas. Il y a plein de gens qui me demandent pas ça. J'ai dans mon entourage la chance d'avoir des amis d'amour, une famille d'humains que j'ai composée et que j'ai récoltée sur le chemin de ma vie, qui ne me demandent pas du tout d'apparence, qui voient le truc que je suis derrière tous les artifices, derrière les filtres, derrière l'image de la société, tout ça. Donc, dans le cadre intime, j'en ai pas du tout besoin de ces choses-là. C'est plus comme si j'avais tellement besoin de dire des choses tout haut et que ce soit des choses qui sortent et que je crée des choses que j'avais besoin quand même de passer par un peu comme un constat nul de la société est comme ça, donc je vais jouer ses codes pour mieux la faire exploser de l'intérieur, tu vois. C'est difficile de me dire aujourd'hui je vais être juste moi exactement comme j'ai envie d'être sans me demander comment on va me voir et si une fois qu'on m'aura vu on va continuer à m'écouter. Ce que j'entends, c'est une interprétation, mais ce que j'entends c'est deux désirs un peu contradictoires dans le sens de
J'ai besoin d'être aimé totalement pour qui je suis. Et en même temps, ne pas être aimé, c'est angoissant et c'est la mort. Donc je suis prête à quand même me tordre un peu. Et du coup, les deux, c'est une espèce de guerre sans fin, un conflit intérieur. C'est ça que j'entends, moi. Enfin, je le vis aussi, voilà, évidemment, sur les réseaux et ailleurs. Et j'ai l'impression qu'on passe notre temps, finalement, à passer d'un côté et de l'autre, tu vois. Ouais. Et je me demandais, du coup, toi, dans tes relations, tu parlais des relations amoureuses aussi tout à l'heure, est-ce que... Il y a beaucoup de personnes qui considèrent le manque comme un critère d'amour, un critère de relation, un critère qui fait que c'est à partir du moment où la personne te manque que tu sens que tu y es attaché ou que tu l'aimes ou qu'il y a quelque chose de plus. Comment c'est quoi le manque pour toi dans la relation? Est-ce que ça a le même impact? Non, c'est drôle parce que pour moi, le manque, c'est... Il y a juste le manque de l'éloignement physique dans lequel t'aimerais bien être avec la personne parce que tu passes des bons moments avec et qu'elle est pas là parce qu'elle est occupée et où c'est cool. Mais les manques que j'ai eu dans mes relations, moi, c'était plus des manques de trucs dont j'avais besoin. Ressentir le manque, c'était pas quelque chose de chouette. J'ai l'impression qu'il manque un mot. Je sais que la sémantique, ça m'importe vachement. Et j'ai l'impression qu'il manque un mot pour le mot manque, justement. Il manque un mot. Du coup, il manque un mot qui parlerait pas du pur manque, celui où t'es pas dans la même pièce et tu penses à l'autre et t'aimerais bien être avec, mais celui de lack, comme il y a en anglais, genre un ça me fait penser à vide, moi, lack. Une absence. En gros, c'est ça. Il y a une absence de tout un tas de choses que je ressens donc comme du manque, où je me dis, tiens, dans cette relation, il m'a manqué telle donnée pour que j'ai eu envie d'aller plus loin, ou pour que j'ai eu envie de continuer à me battre, ou pour que j'ai même eu envie d'y aller. Et ça, c'est pas un manque que j'analyse comme quelque chose de super stylé, comme positif, parce que j'aime bien, moi, la distance. J'aime bien la distance parce qu'elle permet, je trouve, de maintenir un désir et de maintenir... J'ai une théorie un peu à deux balles, mais elle est récente, donc je me dis que, je me laisse encore un petit peu de temps avant de la Ça y est, tu la partages, tu l'as écrite? Je l'ai écrite, bien sûr. Mes tatoueurs, les plus tatoués, me disent qu'ils ont mal à chaque fois qu'ils se font tatouer. Et moi, j'étais persuadée que la douleur, c'était quelque chose qui se travaillait. À force d'avoir mal, tu devenais résistant. Sauf qu'en fait, j'ai découvert que la douleur, et moi aussi, pour me faire tatouer de temps en temps, je peux te dire que j'en chie vraiment beaucoup, de plus en plus. Ouais. C'est qu'en fait, on a une jauge de résistance à la douleur, et plus on la bouffe, moins on est résistant à la douleur. J'ai l'impression qu'on a une jauge un peu similaire quand on rencontre quelqu'un avec qui on passe des bons moments. C'est qu'on a une jauge de bons moments que les gens aiment bien quantifier en temps. Par exemple, t'as 3 ans. T'as 3 ans, si tu te vois tous les jours, si tu te vois plusieurs fois par semaine, tout le monde n'a pas 3 ans ou 7 ans de relation amoureuse avant d'avoir envie d'autre chose. C'est juste que c'est à peu près, de manière un peu arbitraire, le temps qu'on y a posé. Pour moi, on a un certain nombre de bons moments, ou en tout cas un certain... T'as un quota ? Ouais, un quota, une certaine quantité. Mais c'est pas toi qui la décide, c'est pas non plus l'autre qui la décide, c'est juste quelque chose qui va se faire naturellement. Plus tu bouffes ces moments vite dans les débuts d'une relation, plus je pense. Et encore une fois, je suis vraiment pas sûre de moi. Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'en le disant, à mon avis, tu vas déjà changer d'avis. Non, mais peut-être, on verra. Plus je pense que tu bouffes vite ces moments, plus tu arrives au bout de ton quota. Et si tu veux le bouffer en 2 semaines ou en 6 ans, tu peux, c'est ton choix. Mais j'ai juste ce côté où j'apprécie la distance parce qu'elle permet justement de consommer avec parcimonie ces moments-là. Et par contre, le manque, l'absence de certaines qualités, d'une certaine forme d'écoute ou d'une certaine forme de communication ou même d'acceptation totale, ça c'est beaucoup ça, le manque de l'acceptation totale de qui est l'autre, qui moi dans mes relations amoureuses m'a beaucoup plus donné envie de continuer. Une relation, ça se consume du coup ? J'ai l'impression que ça se consume si tu fais pas le travail de si tu fais pas le travail de voir que l'autre va changer et que toi aussi. J'ai l'impression que ce qui se consume dans une relation, c'est la personne que tu as rencontrée à l'instant T où tu l'as rencontrée. Et ensuite, chacun peut transformer l'essai. J'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, quand tu rencontres quelqu'un et que tu tombes amoureux d'une personne, tu tombes amoureux de toi en tant que personne A, de la personne B. Sauf que le problème, c'est que tu te rends pas compte que tu vas peut-être devenir une personne C, une personne D, une personne Y et que l'autre aussi. Du coup,
dans le désir de vouloir continuer à conserver dans ton regard l'autre exactement comme quand tu l'as rencontré, pour moi, tu vas forcément consommer quelque chose. Tu vas le consommer à un moment où il arrivera au bout, parce qu'en fait, la personne que tu as en face n'est plus ce qu'elle était quand tu l'as rencontrée, et toi, pareil, t'es plus ça. Si t'es capable d'accepter que la personne va changer et que toi aussi, même d'un jour à l'autre, même d'une heure à l'autre, tout sera toujours nouveau. Donc il y aura jamais cette jauge il y aura jamais ce quota, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'au départ, dans ta conception, on n'aime qu'une partie de l'autre. Parce que ce qui est difficile dans une relation, et notamment un début de relation, c'est ça l'avantage d'avoir une relation qui dure, c'est de voir la personne sous plein d'angles différents. Ce qui est difficile en début de relation, c'est finalement de voir la personne en entier. Oui. Et de se montrer en entier. Ouais. Donc en fait, tu ne tombes amoureuse au départ que d'une partie visible, on va dire. Disons que je suis tombée amoureuse dans mes relations d'une partie visible, et que j'ai été amoureux, enfin des gens ont été amoureux de la partie visible que moi j'avais. Et qu'ensuite, quand ça évolue, un désir de vouloir sans cesse revenir à ces moments-là, revenir à ce qu'on appelle le début, où en fait finalement t'étais pas totalement toi, où t'étais un peu amélioré, t'avais que ton meilleur angle. C'est ça en fait un peu qui a pu détruire mes relations par le passé. C'était qu'effectivement, moi je sais les raisons qui me font tomber amoureuse d'une personne ou d'une autre, mais je sais qu'aujourd'hui, je sais que la personne est beaucoup plus. C'est vraiment comme être à l'orée d'un grand bois, où tu te dis je vais aller l'explorer. Je connais rien de la faune et de la flore, je sais même pas quelle température il y fait, mais je vais y aller, et peu importe ce que je trouve, parce que déjà moi, de l'extérieur du bois, il me donne envie d'aller voir. Le vrai problème que j'ai pu avoir dans mon passé, c'était que je tombais amoureuse du bois en l'imaginant totalement, et du coup j'étais surprise de dire ah putain, mais il y a des lapins, mais il y a pas de perdrix. Tu sais, c'était vraiment presque un peu décevant. Là maintenant j'accueille le truc, alors qu'avant je l'accueillais pas. Tu te laisses surprendre ? Ouais, je me laisse surprendre. Et je me laisse me dire aussi que toutes les raisons qui font que la personne en face, j'en suis amoureuse, ça ne va pas... Enfin, si je découvre des choses qui n'ont pas l'air de me plaire a priori, ça n'enlèvera pas les raisons pour lesquelles j'aime cette personne. C'est pas possible, tu vois. Qu'est-ce qui t'a manqué dans tes relations précédentes ? Il m'a manqué ça, il m'a manqué le côté inconditionnel. Il m'a manqué le côté on veut que le bonheur l'un de l'autre. On est à chaque fois tombé dans un truc où finalement le bonheur de l'autre, d'accord, mais pas aux dépens de notre propre bonheur individuel. Et ça a toujours été dans les deux sens comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas moi qui étais amoureuse inconditionnelle et pas l'autre, c'était souvent un peu des deux. C'est effectivement je t'aime, mais à ces conditions. Je t'aime à condition que t'ailles pas voir ailleurs. Ou je t'aime à condition que tu sois capable d'acheter du dentifrice d'avance. Enfin, tu sais, c'est un peu des conditions. C'est un peu les petits signes tout en bas du contrat. C'est que finalement, il y avait toujours des conditions. On s'en rendait pas compte, mais il y avait toujours des conditions. Il y avait pas ce côté acceptation totale et en général, au début, on avait tendance à se le dire. Genre, non, mais moi, je veux juste que tu sois heureux. Moi, je veux juste que tu sois heureuse. Sauf qu'à un moment, quand le cerveau reptilien prend le dessus, et quand t'es plus du tout logique, et quand l'autre, par exemple, vit quelque chose, j'ai eu tendance à être dans des relations où on m'en voulait de vivre des choses. Et je parle pas de relations parallèles, je parle de par exemple, d'ébullition professionnelle, où du coup, ça devenait menaçant pour le groupe. Pour le groupe ou pour le couple ? Pour le groupe, pour le couple, voilà, c'est ça. Ça devenait menaçant, et donc on me laissait pas vivre ce truc-là, et j'étais dans la culpabilité de vivre ce truc-là parce que du coup effectivement l'autre était un petit peu derrière parce qu'il y participait pas, et tu vois, c'est ça qui m'a manqué. Aujourd'hui, t'as des manques encore à cet endroit-là, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'on peut ne pas avoir de conditions ? Je sais pas si on peut ne pas avoir de conditions. Je sais que moi, ça m'est jamais arrivé. Et que les seules relations dans lesquelles il n'y avait pas de conditions, c'était mes relations d'amitié. Dans lesquelles tout est accepté chez moi et j'accepte tout chez l'autre. Je sais pas, j'ai tendance à penser que la seule différence entre les relations amicales et les relations amoureuses, c'est le sexe, c'est le désir, c'est la consommation de ce truc-là. Puisque c'est... Donc on en revient encore à l'idée de consommation ? Ouais.
Enfin, je veux dire, c'est le fait de... Voilà, on en qui est lié à l'idée de se remplir et du manque. Exactement. Et d'avoir la jauge et de se dire peut-être qu'on a tant d'années... Faut pas tout manger, quoi. Ouais, c'est ça. Le fait aussi de ne pas rajouter cette problématique avec mes amitiés a pu, j'imagine, modifier la donne. Le fait de se dire le désir, il partira jamais puisqu'il est déjà pas là. On va pas... Donc c'est vraiment sur la notion de désir. C'est le seul truc que je vois qui pourrait être ça, pour le moment. Pour toi, le désir, c'est lié à posséder l'autre, en quelque sorte. D'où l'idée de créer du manque et de la distance pour pouvoir continuer à avoir envie de posséder l'autre, ou pas totalement le posséder pour garder du désir. Je sais pas, parce que moi je suis receveuse en général du sexe, donc j'ai quand même tendance à... Alors est-ce que tu peux préciser en fait, receveuse? Je suis, je suis bisexuelle, mais j'ai eu beaucoup de relations avec des hommes, et donc quand je suis en relation avec un homme, j'ai l'impression que quand on fait l'amour, c'est moi qui reçois quelque chose, que la pénétration me donne la sensation d'être receveuse de quelque chose. Donc moi, par exemple, quand je couche avec quelqu'un, j'ai jamais l'impression de le posséder, ou de la posséder d'ailleurs. J'ai jamais ce truc-là qui est venu en moi. Je me suis jamais dit, moi, je suis rentrée dans quelqu'un. Cette personne a été pénétrée par moi. Parce que même si c'est le cas, c'est pas quelque chose d'habituel, et c'est quelque chose de plutôt sporadique. Donc tu restes dans cette symbolique du manque, en fait, et du vide, et de remplir, en fait. Enfin, même, je veux dire, ça vient même dans ta sexualité, ce truc-là. Ouais, mais c'est pas aussi nécessaire dans ma sexualité. D'accord. J'ai pas ce besoin de me dire, voilà, quand je vais faire l'amour à quelqu'un, il faut que moi je sois remplie. Mais par contre, moi j'ai jamais l'impression d'avoir rempli quelqu'un, ou en tout cas d'avoir pénétré quelque chose. J'ai l'impression d'avoir laissé la personne intacte, un peu comme je l'avais trouvée, avec l'expérience en plus, avec le bon moment en plus, mais pas cette sensation que... Du coup, je vois pas le sexe et le désir comme une manière de posséder l'autre, mais plus comme une autre... comme un autre critère qui va peut-être disparaître avec les années et qui va faire changer la relation. Et le fait de pas avoir ça dans mes amitiés, de pas avoir de désir physique pour ces personnes, ça fait que ça va jamais vraiment disparaître. On n'aura pas ce moment un peu gênant où finalement... Donc mes amis peuvent être attirés par qui elles veulent, ou par qui ils veulent. Ils peuvent vivre l'intégralité des relations qu'ils désirent vivre. Rien de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont ne va changer le fait que je les aime. Et c'est un truc que j'ai pas eu en couple déjà, puisque on a une sorte de pression énorme sur les sentiments et sur le fait d'être justement exclusif. J'aimerais bien trouver un être humain pour qui j'ai des sentiments amoureux et du désir physique, à qui je pourrais dire je suis terriblement attirée par cette personne et ça me fait ça, et qui n'écouterait que ce que je raconte et qui ne se dirait pas mon Dieu mais quel impact ça a sur moi, mais qu'est-ce que ça veut dire sur moi et puis sur nous, tu vois. Et c'est ça qui m'a manqué toujours. C'était j'ai l'impression qu'en amour tout a des conséquences. Et même quand tu ressens quelque chose de naturel et de viable, on te fait croire que ça ne l'est pas. Et du coup, tu finis par être dans une espèce de psychose dans laquelle tu t'interdis de vivre tout un tas de choses. Et un jour, tu te demandes qu'est-ce que t'as raté. Toutes les choses que t'as ratées, parce que tu les as ratées pour autrui. Et tu les as pas faites pour toi. Et c'est ce moment-là un peu flou que j'ai jamais eu en amour, et qui fait que c'est dur d'avoir des relations amoureuses vraiment inconditionnelles. Celles où t'accueilles totalement ce que l'autre est en train de te raconter de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Celle où rien n'est remis en question à chaque fois qu'il y a quelque chose. Qui t'écoute vraiment, en fait. Ouais, qui simplement. Juste t'écoute. Ouais. Parfois, il y a simplement le besoin de se sentir écouté et pas de temps d'avoir une réponse de la part de l'autre aussi. Ouais. Mais avoir quand même cette sensation que c'est pas grave, que rien n'est grave. J'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus graves en amour qu'en amitié. Tout est un peu plus grave. Et je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a énormément de pression que je mets toute seule. Il y a énormément mon regard et mon prisme sur les relations amoureuses joue énormément. Ça doit aussi venir de moi potentiellement. C'est pas toujours le problème de ne pas avoir rencontré le partenaire ou la partenaire qui va faire ça ou ça. Mais c'est juste que bizarrement, malgré moi, j'ai cette sensation que j'aurais du mal à être acceptée avec l'intégralité des choses que je peux ressentir, et que c'est la personne avec qui tu partages une relation amoureuse n'est pas la personne à qui tu peux raconter ça, parce que ensuite ça va être mais c'est grave, et puis pour moi, et puis voilà. Ça t'est déjà arrivé, ça, dans ton enfance, de ressentir que tu pouvais pas être totalement ou exprimer totalement, et que ça avait peut-être des conséquences derrière, négatives ou désagréables pour toi? J'ai beaucoup été entravée en tant qu'individu.
parce que j'avais une grande sœur qui prenait beaucoup de place et qui était très intelligente, mais qui prenait du coup aussi toute l'attention. Et je me suis jamais sentie libre d'être moi. Jamais. Je pense que ça vient de personne en particulier, si ce n'est de moi et de ma capacité à m'effacer quand quelqu'un prend plus de place, de pas vouloir faire de vagues, de pas vouloir être embêtante. Mais donc finalement, que ce soit, comme je te racontais au début, dans les relations amicales, à l'école, le fait d'être une outsider, j'ai souvent ressenti de la honte à être moi. Où j'ai souvent eu des mauvaises expériences quand j'avais été moi. Donc d'une manière ou d'une autre, je l'ai étouffée, la petite Marion, celle qui aurait pu être plus joyeuse, plus vibrante, plus expressive, parce que ça n'intéressait personne que je le sois, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a eu comme expérience particulière qui t'ont marqué dans ce ressenti-là, de pas être capable ou pas pouvoir être totalement toi, ou que si tu l'étais, ça avait un impact négatif sur la relation? Est-ce qu'il y a des choses marquantes, je veux dire, qui t'ont... Déjà, plus globalement, j'ai été harcelée toute ma scolarité, mais jusqu'au lycée. Évidemment, au lycée, ça s'exprimait pas comme en primaire, parce que on est plus grand et que c'est plus insidieux la manière qu'on a de créer une pression les uns sur les autres. Mais j'ai toujours été dans la position, parce que je m'y suis mise à un moment, en fait, je voulais avoir des amis, je voulais créer des liens, et donc j'étais plutôt vulnérable et plutôt... j'ai toujours été quelqu'un de plutôt gentil, avec pas de jugement a priori sur les gens, de choses comme ça. Et donc c'était vachement plus facile de me taper dessus. Et ça l'a été de la primaire à la terminale, cette sensation qu'à chaque fois qu'on me rencontrait, on se disait ouais, on va pouvoir lui marcher dessus à celle-ci. Et c'est comme si je donnais presque les clés. C'est ça que j'entends aussi. Ouais, c'est comme si je donnais aux autres la possibilité de le faire. Et que les gens qui sont restés aujourd'hui dans ma vie, de cette période, il n'y en a quasiment pas. Mais comme j'ai toujours agi comme ça, même adulte, j'ai compris que mes vrais amis, c'était ceux à qui j'avais donné les clés et qui avaient décidé de ne pas les utiliser, tu vois. Et avec qui, du coup, tu donnais les clés à ton être, à ta vulnérabilité, et que finalement, ils le respectaient. Bah ouais, totalement. C'est vraiment cette sensation que j'ai avec ces gens-là. Et c'est presque devenu un critère de sélection de mes relations, un peu malgré moi. C'est que j'apprécie pas les relations fausses ou les relations... on voit trop de gens dans la vie, on connaît trop de gens, on a trop de vrais amis, on a trop de potes, on a trop de famille pour pouvoir avoir un truc particulier avec chacune de ces personnes. Donc du coup, il y avait un côté où je me disais, moi, j'ai rien à perdre. Donc je vais me mettre à poil devant cette personne. Et si en fait cette personne l'utilise pour ensuite me mettre des petits taquets, ça m'apprendra qu'il faut plus que je le fasse. Mais en même temps, ça a aussi permis que je rencontre des personnes qui n'ont jamais utilisé les armes, quoi. C'était vraiment, je leur donnais les armes. Sauf que comme toute ma scolarité, j'ai donné les armes. En plus, j'avais vraiment un truc de culpabilité aussi, petite fille. C'est-à-dire que j'ai toujours... il y a eu un truc, justement, on en revient à l'apparence, où c'était très injuste parce que j'étais dans les critères de beauté de mon époque. Vraiment. J'ai jamais fait attention à rien, j'ai juste été une fille fine dans un monde où c'était cool d'être une fille fine avec les yeux clairs. Et beaucoup, on m'a dit attention à pas rendre les autres jaloux quand même, tu vois. Et moi, j'étais là avec mes vêtements de 4 ans vieux, parce que c'était ceux de ma grande sœur, à dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je fasse moins, encore faut que je sois moins moi, faut que je sois plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais, ce truc de rends-toi accessible. J'ai été très grande aussi, très vite, donc je me tiens pas droite parce que j'ai toujours voulu fit in, donc j'ai toujours vraiment baissé le haut de mes épaules en me disant comme ça, je dépassais tout le monde d'une tête dès le CM1, fallait pas que je dépasse les gens d'une tête, donc je me suis courbée. Et t'as eu tous ces trucs-là où, à chaque fois que j'avais l'occasion d'avoir quelque chose de manière absolument naturelle ou de vouloir faire quelque chose de manière spontanée, une forme d'étouffement où on me disait oui mais c'est comme ça. Et c'était comme si c'était plus fort que tout ce que je pouvais être. Et à force de se prendre des portes et de ne construire aucune relation amicale, sincère, et d'avoir la sensation même au sein de ma famille que si j'étais moi, par exemple, si j'étais en colère, c'était un problème. Donc comme tout avait été un problème, j'ai étouffé l'enfant que j'étais beaucoup, en me disant faut pas faire de vagues, il faut surtout pas que je fasse de vagues. Et faire des vagues, ça voulait dire pour moi des trucs normaux de moi. Oui,
à ta taille, te tenir droite. Ouais, dépasser d'une tête, et c'est ça. J'ai pas fait de vagues. J'ai passé mon enfance à pas faire de vagues. J'ai passé mon enfance et mon adolescence à vouloir me diminuer pour pas qu'on puisse m'en vouloir de certaines choses que je ne contrôlais pas. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans les deux désirs contradictoires, c'est-à-dire que tu as fait ça pour pouvoir t'adapter, mais aussi pour garder le lien et pas être totalement rejeté ou exclu. Et en même temps, ça a creusé le désir de t'exprimer qui tu es, d'être toi-même, de faire ta taille, d'exprimer tes émotions, etc. Il y a, ce que j'entends aussi, c'est que finalement, tu as trouvé un espèce de stratégie, mais c'était pas forcément conscient, de donner les clés aux autres de ta vulnérabilité, ce qui te permettrait de filtrer ceux qui allaient s'en servir contre toi et ceux qui allaient pas s'en servir du tout et qui allaient t'accepter tel quel. En fait, finalement, la vulnérabilité, ça a été un moyen de filtrer les gens qui t'entourent. Mais tu vois, c'était à mes dépens, parce que quand j'étais petite et que je donnais... Enfin, quand j'étais beaucoup plus jeune et que je donnais les clés de ma vulnérabilité, c'était surtout pour donner la sensation aux autres que j'étais... que j'étais pas impressionnante et que en fait, à la base, c'était vraiment un truc d'autodéfense, ma vulnérabilité. C'était pas, j'ai découvert que quand j'étais vulnérable, les gens, du coup, étaient touchés et me traitaient différemment. C'était plus, faudrait pas qu'ils croient, potentiellement, que je suis une grande et jolie jeune fille et que je vais les écraser et que je vais être méchante ou quoi. Donc c'était plus une manière de me... Enfin, moi, à la toute base, aujourd'hui, ma vulnérabilité, c'est un truc fou pour justement réussir à connecter avec les gens. Et c'est un truc dont je peux pas me passer, que je n'étouffe plus. Par contre, à l'époque, quand je la sortais, c'était plus pour leur dire « Ouais, mais j'ai un malus ». Tu vois, c'était... je faisais ça. C'est-à-dire, tu t'en servais, quoi. Je m'en servais, ouais. Je m'en servais comme quand tu vas faire exprès d'avoir un comportement un peu opposé à ce que tu dégages pour que les gens se sentent pas complètement... différent. Ouais, c'est ça. Ou même impressionné. J'ai beaucoup eu ce truc qui était revenu. Mon père, qui était très grand, me disait « Oui, mais quand on est grand, on impressionne les gens. » Donc, en gros, c'est à toi de prendre tes dispositions pour pas impressionner les gens. Et j'étais là, mais c'est pas de ma faute s'ils sont impressionnés. Moi, j'ai juste eu une taille. Et donc, ce truc-là aussi me servait à me diminuer pour pouvoir leur dire je peux faire partie de vous si vous voulez. Je suis pas si impressionnante que ça. Je suis pas au-dessus de vous. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc au début c'était un truc comme ça, mais ça je l'ai compris que beaucoup plus tard. Et ensuite c'est devenu effectivement la raison pour laquelle je me suis fait harceler tout le temps, c'était que j'étais vraiment, il y avait écrit harcelez-moi sur mon front. C'était open bar, C'était open bar. Et ensuite ça a été ah non, mais en fait je vais pas changer. Je vais pas arrêter d'être gentille, je vais pas arrêter de raconter des choses qui sont intimes parce qu'elles me semblent justifiées à raconter, sans être dans un truc sans filtre de gêne, c'était pas mon but. Et aujourd'hui, c'est ça qui est vraiment génial, c'est que j'arrive à voir à l'avance un peu quelles personnes je rencontre qui vont se servir de ces armes-là. Tu vois, je leur donne ma kryptonite, je vois ceux qui vont l'utiliser. Très rapidement, ça, en fait. Je le vois. Et ceux qui vont vraiment pas s'en servir, même en la connaissant très bien, personne n'en garde dans la poche, tu vois, dans mon entourage proche. Et ça, c'est un truc où pendant longtemps, tu sais, tu te dis que tu vas changer. Quand tu t'es fait avoir dans des relations humaines, amoureuses, amicales, professionnelles, peu importe, tu te dis la prochaine fois, ça me servira de leçon, je ferai plus ça. Sauf qu'en fait, moi, je me suis toujours dit non, je le ferai quand même. Je le ferai quand même parce qu'au moins, parce que je suis comme ça. Je peux pas aller à l'encontre de ça. Je peux pas, quand je rencontre quelqu'un qui me passionne et dont je tombe follement amoureuse, me dire non, je vais y aller hyper doucement parce que c'est horrible, je trouve, de vivre dans l'entrave. Donc je décide de dire non, je vais le faire. Et si ça marche pas avec cette personne, ça marchera pas avec cette personne et puis ce sera pas grave. Mais moi, je veux pas m'entraver. Je veux plus m'entraver. Et je l'ai beaucoup fait. Et donc c'est pour ça que les seules relations inconditionnelles que j'ai, où je ne m'entrave pas du début jusqu'à la fin, c'est dans mes relations amicales, qui sont donc dénuées d'un désir physique et d'une...
Non, mais je te souhaite, pour les relations amoureuses, je te souhaite moi aussi. d'avoir cet équilibre-là aussi. Oui, moi aussi, mais c'est aussi à moi de le mettre en place. Enfin, c'est vraiment à moi de le mettre en place. C'est à moi de plus faire de concessions aussi quand je rencontre quelqu'un, et parce que je veux pas brusquer la personne que je rencontre parce que c'est quelqu'un qui m'attire et qui m'intrigue. J'ai tendance à dire non, mais d'accord, dans ce cas-là, on fait comme tu veux, il y a pas de problème. Et c'est ce truc un peu. Finalement, pour qu'il n'y ait pas de conditions au départ, il faudrait, c'est ça, s'ouvrir déjà complètement et montrer ce qu'il y a à montrer et ce qui est là, quoi. Mais il faudrait pas avoir peur de perdre les gens, parce qu'on est nous vraiment, tu vois. Mais ça filtre, du coup. La personne qui reste pas, au final, tu le disais, ce sera pas cette personne. C'est des vacances, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais il y a ce truc totalement de dire qu'est-ce que... c'est toujours la peur qui revient, c'est la petite peur de dire si je rencontre quelqu'un qui me plaît et avec qui j'ai envie de voir où est-ce qu'on va, pourquoi on y va, comment on y va. J'ai pas envie directement de gêner cette personne en disant voilà, et moi je suis comme ça. Et t'as toujours ce truc où j'en suis consciente et j'essaye de pas le faire, mais où je peux pas m'en empêcher de me dire non, il faut que je fasse ça comme ça, la personne elle va me trouver sympa et peut-être que non. Il faudrait plus, mais c'est très difficile. Faudrait pas chercher à se séduire, du coup ? À se séduire. À se séduire mutuellement ou... Ouais, mutuellement. Parce que finalement, c'est aussi ça la séduction, c'est montrer un angle plutôt sympathique, nos avantages, voilà, tout ça. Pas forcément montrer ce qu'on pourrait considérer comme nos défauts, nos parties un peu plus sombres. Si, mais il faudrait se séduire honnêtement. Il faudrait se séduire sans mentir du tout. Faudrait se séduire en... Comment dire pas en se maquillant et en mettant un masque. Et moi, j'avoue que dans la séduction, il y a plein de moments où j'ai mis des petits mouchoirs sur les choses que je pensais trop grosses. Et il faudrait que juste je sois capable de mettre un petit coup de blush et dire voilà, c'est juste... tu vois, il faudrait que je réussisse à être dans une forme de séduction dans laquelle je suis pas en train de me marcher dessus. Et c'est ça aussi qui est difficile à trouver. C'est... de toute façon, j'ai toujours eu de l'espoir, et j'ai toujours un truc qui me tire vers le haut et que je sais pas expliquer, qui fait que même dans les moments les plus tristes de mon existence ou de rejet les plus profonds ou de peur, de sensation que je suis mal aimable et que ça me pétrifie, je me dis mais non, mais ça va aller. C'est pour ça quand je dis si c'est pas cette personne, ce sera une autre, c'est que j'en ai fait l'expérience. J'ai vécu des heartbreaks énormes, des cœurs brisés où tu te dis je m'en remettrai jamais, puis en fait je m'en suis remise, donc ça m'a servi de leçon de me dire il y a rien qui va me terrasser. C'est cool. Mais je m'en souviens, en fait, j'ai vraiment gardé la mémoire de ce truc. Je m'en suis remise, donc maintenant je pourrais m'en remettre à chaque fois. Donc, même si quand je suis rejetée par quelqu'un qui n'apprécie pas la personne que je suis finalement et qui du coup me largue, il y a une partie de moi pendant la souffrance où je me dis, allez, je me laisse encore 5-10 jours où je suis un peu triste et où je mange juste des amandes. Et ensuite, ça va très bien se passer parce qu'il y aura une nouvelle personne qui va me bouleverser et qui va me faire un truc. Et ce sera peut-être pas demain, ce sera peut-être dans 2 ans, mais ça existe. Ça existe puisque je l'ai déjà vécu. Du coup, finalement, c'est comme si une des clés, c'était de dépasser sa peur de manquer. Ouais. On en revient à... Enfin, je veux dire, le sujet, ça y est, on a fait le tour du sujet, c'est ça l'idée. Quand tu dépasses ta peur de manquer, en fait, c'est quand, justement, tu as une sorte de confiance, où, justement, il n'y a pas cette espèce de besoin, soit de consommer, soit d'accumuler, ou de posséder, mais plutôt, justement, au contraire, d'épurer. J'ai l'impression qu'il y a une épure à faire aussi, tu sais, quand tu me disais, je trie mes affaires, mais je trie, en fait, mes dossiers, mes mecs, mes machins, mes trucs. Il y a une épure à faire qui fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que même quand t'épures tout, il reste quand même toi. Et du coup, il manque rien. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que j'ai entendu ton discours, en tout cas. C'est ça, je pense. Et c'est ça qui est... c'est cool, je pars avec du travail, du coup. Je pars avec des devoirs à faire à la maison. Le devoir d'arrêter d'essayer de combler quelque chose qui est peut-être juste tout autour du trou, tu sais, le trou que j'essaye de combler. En fait, peut-être que tout ce que je mets dedans va disparaître et ce sera happé, et il faudrait juste peut-être que je rassemble un petit peu les meubles. Mais c'est difficile, tu vois, de rassembler les meubles quand tu... Justement, sans un feedback, sans quelqu'un qui te dit quelque chose. Et c'est ça mon truc. Ça va être...
Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Je me souviens, t'as parlé de lâcher prise. Il y a énormément de personnes sur le compte qui demandent comment on lâche prise. C'est déjà pas lâcher prise que de poser la question. Et il y a souvent cette croyance que le lâcher prise, c'est ne rien faire ou être passif. Alors que lâcher prise, c'est aussi savoir de manière complètement active abandonner les choses superflues. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas rien faire, quoi, en fait. Ouais. Mais ça, sur le lâcher prise, je sais que ça me demande un effort conscient. Ouais, c'est ça. Ça me demande d'avoir dans la tête, oublie pas qu'il faut que tu lâches prise. Et dans des petits exercices quotidiens, des petits trucs qui ont l'air d'être rien, me dire, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Et je vais faire ça du coup. Et vraiment, savoir analyser les trucs dans lesquels je n'ai pas besoin de garder une tension. Je la sens, je sais pas pourquoi, je l'imagine toujours dans le bas de mon ventre, tu sais. Ouais, l'émotion est là. Ouais, un truc comme si je contractais mes abdominaux et que je remontais mon plancher pelvien, comme quand tu fais du yoga, et que je me dis, peut-être que si je lâche pas, ça va se passer exactement comme je veux, comme si vraiment la contraction de mon corps allait avoir un impact. Et rien que le lâcher prise, de me dire, non, et donc tout relâcher, ça fonctionne. Tu sais, quand je suis en tournage et que je dois faire un plan séquence et qu'il est un peu compliqué à faire et que je me dis, si je garde cette tension dans le bas de mon ventre, le plan il sera parfait, alors qu'en fait c'est pas ça. Rien que ça, ça fait déjà des petits exercices qui m'habituent à lâcher prise sur les trucs les plus gros. Mais ouais. Par rapport aux personnes du compte, je demande toujours à la fin de l'épisode si toi, en tant que Marion, tu as quelque chose à partager ou un conseil à donner, si jamais c'est sous forme de conseil ou autre, par rapport aux personnes qui se reconnaissent dans la peur de manquer, du coup. Peu importe la forme. J'ai une phrase qui m'a permis un jour de comprendre que j'y pouvais rien s'il se passait des choses quand j'étais pas là, et qui m'a en même temps permis de créer un moteur énorme pour pouvoir aller de l'avant. C'est que quelqu'un m'a dit, personne t'attend nulle part. Et ce truc-là m'a fait me dire, il va de toute façon se passer des choses partout sur Terre quand j'y serai pas. Il va se passer des choses formidables, mais il ne tient qu'à moi de faire en sorte, moi, de faire des choses formidables. Et ce truc de personne t'attend nulle part, ça veut dire on va pas te repérer dans la rue, on va pas t'attendre pour faire telle ou telle chose. Donc toi, vas-y, fais les choses qui te font plaisir. Et t'arrêteras du coup d'être concentré sur tout ce qui se passe quand t'es pas là. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Looking at the door, I see the rain fall upon the funeral mourners, parading in the wake of sad relations as the shoes filled up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong, but tonight you're on my mind, so you never know. I'm broken down and hungry for your love with no way to feed it. Where are you tonight, child, to know how much I need it? Too young to hold on, and too old to just break free and run. Sometimes a man gets carried away when he feels like he should be having his fun, much too blind to see the damage is done. But sometimes a man must awake to find the
bed is made, the open window lets the rain in. But hanging in the corner, he's the only one who dreams he had you with him. My body turns and yearns for a sleep that won't ever come. It's never over. My kingdom for a kiss upon her shoulders. It's never over. All my reaches for a smile when I slept so soft against her. It's never over. Oh, my beloved, for the sweetness of her laughter. It's never over. She's the tears that hangs inside my soul forever. Ooh, oh, but maybe I'm just too young to keep good love from going wrong. Oh, oh, should have come over. Oh, love, I'll wait for you. Oh, should have come over. 'Cause it's not too